Bonjour, bonsoir, c'est Shrivar pour la 5e et dernière partie de cette lecture sur le cauchemar d'Innsmouth. Ce fut une douce pluie qui me réveilla en plein jour de ma léthargie dans les broussailles de la tranchée. Et quand je gagnai la route en chancelant, je ne vis pas trace de pas dans la boue fraîche. L'odeur de poisson aussi avait disparu. Les toits en ruine d'Innsmouth et ses clochers effondrés se dessinaient en gris vers le sud-est. Mais je n'aperçus pas un seul être vivant dans l'étendue désolée des marécages salés d'alentour. Ma montre, qui marchait encore, m'apprit qu'il était plus de midi. La réalité de tout ce que j'avais vécu était extrêmement douteuse dans mon esprit, mais je sentais au fond de tout cela comme une présence hideuse. Il me fallait échapper à cette ville maudite, et je commençais à mettre à l'épreuve mes facultés de locomotion, plutôt lasses et engourdies. Malgré la faiblesse, la faim, l'horreur et l'hébétude, je me trouvais au bout d'un certain temps capable de marcher. Je m'acheminais donc lentement sur la route de Rowley. Avant le soir, j'étais au village, où je pus enfin dîner et me procurer des vêtements convenables. Je pris le train de nuit pour Arkham, et le lendemain, je m'entretins longuement et sérieusement avec les autorités. Je fis de même un peu plus tard à Boston. Le public connaît bien à présent le résultat de ces conversations. Et je souhaite, pour la sauvegarde de la normalité, qu'il n'y ait plus rien à ajouter. Peut-être est-ce la folie qui me saisit, à moins qu'une horreur plus grande, ou une plus grande merveille, ne me soit réservée. Comme on peut l'imaginer, je renonçais à presque tout ce que j'avais prévu pour le reste de mon voyage. Les passe-temps du tourisme, de l'architecture et de l'étude du passé dont j'attendais tant de plaisir. Je n'osais pas même aller voir l'étrange ouvrage de bijouterie conservé, disait-on, au musée de l'université de Miskatonic. Je profitais cependant de mon séjour à Arkham pour prendre quelques notes généalogiques que je désirais avoir depuis longtemps. Documents hâtifs et non élaborés, il est vrai, mais qui pourraient m'être utiles plus tard quand j'aurai le temps de les collationner et de les ordonner. Le conservateur de la société historique locale, M. E. Lapham Peabody, m'aida très aimablement et manifesta un exceptionnel intérêt en apprenant que j'étais le petit-fils d'Eliza Horne d'Arkham, né en 1867 et qui avait épousé James Williamson d'Ohio à l'âge de 17 ans. Il se trouvait que l'un de mes oncles maternels était venu bien des années auparavant pour une recherche analogue à la mienne, et que la famille de ma grand-mère était dans le pays l'objet d'une certaine curiosité. Il y avait eu, disait M. Peabody, de grandes discussions autour du mariage de son père, Benjamin Horne, aussitôt après la guerre civile, car la parenté de la jeune épouse était singulièrement mystérieuse. On la croyait orpheline d'un Marsh du New Hampshire, un cousin des Marsh du comté d'Essex, mais elle avait été élevée en France et ignorait presque tout de sa famille. Un tuteur avait déposé des fonds dans une banque de Boston pour son entretien et celui de sa gouvernante française. Mais ce tuteur, dont le nom n'était pas familier aux gens d'Arkham, avait fini par disparaître. Si bien que la gouvernante assuma son rôle par décision du tribunal. La Française, morte à présent depuis longtemps, était très taciturne, et d'aucuns prétendaient qu'elle n'aurait pu en dire bien davantage. Mais le plus déconcertant, c'est que personne ne pouvait situer les prétendus parents de la jeune femme, Enoch et Lydia Meserve Marsh, parmi les familles connues du New Hampshire. Beaucoup insinuaient qu'elle était peut-être la fille naturelle de quelques Marsh haut placés. Elle avait assurément les yeux des Marsh. On se posa surtout des questions après sa mort prématurée, qui survint à la naissance de ma grand-mère, son unique enfant. Des impressions pénibles s'étant associées pour moi au nom de Marsh, je n'admis pas volontiers qu'il figure dans mon propre arbre généalogique. Et je n'aimais pas non plus entendre M. Peabody suggérer que moi aussi j'avais les yeux des Marsh. Je lui fus néanmoins reconnaissant pour ces documents qui, je le savais, me seraient précieux, et je pris d'abondantes notes et des listes de livres de référence concernant la famille Horne aux riches archives. De Boston, je rentrai directement chez moi à Toledo, et passai plus tard un mois à Maumee pour me remettre de mes épreuves. En septembre, je commençai à l'université d'Oberlin ma dernière année d'études, et jusqu'en juin, je me consacrai à mon travail et à d'autres occupations salutaires, ne songeant plus à ma terreur passée que lors des visites de certains fonctionnaires, ayant trait à la campagne qui avait suscité mes appels et mon témoignage. Vers la mi-juillet, un an exactement après l'aventure d'Innsmouth,
je passais une semaine à Cleveland, dans la famille de ma défunte mère. J'y confrontais mes nouveaux renseignements généalogiques avec les diverses notes, traditions et fragments de souvenirs familiaux qui s'y trouvaient, pour essayer d'en édifier un tableau cohérent. Cette tâche ne me plut guère, car l'ambiance chez les Williamson m'avait toujours déprimé. On y sentait une tension morbide, et dans mon enfance, ma mère ne m'avait jamais encouragé à voir ses parents, bien qu'elle fût toujours heureuse de recevoir son père quand il venait à Toledo. Ma grand-mère d'Arkham me paraissait étrange, presque terrifiante. Je ne crois pas l'avoir regrettée lorsqu'elle disparut. J'avais alors 8 ans, et l'on disait qu'elle était morte de chagrin après le suicide de mon oncle Douglas, son fils aîné. Il s'était tiré un coup de revolver à son retour d'une visite en Nouvelle-Angleterre, celle-là même, certainement, qui avait laissé son souvenir à la Société historique d'Arkham. Cet oncle ressemblait à sa mère, et je ne l'avais jamais aimé non plus. Je ne sais quoi dans leur expression figée, sans un battement de cils, me causait un vague malaise, inexplicable. Ma mère et mon oncle Walter ne leur ressemblaient pas. Ils tenaient de leur père, bien que mon pauvre petit cousin Lawrence, le fils de Walter, ait été la vivante image de sa grand-mère, jusqu'au jour où il fallut l'interner à vie dans une maison de santé de canton. Je ne l'avais pas vu depuis 4 ans, mais mon oncle laissait entendre que son état, autant mental que physique, était déplorable. Ce souci avait été probablement la cause majeure de la mort de sa mère, 2 ans auparavant. Mon grand-père et Walter, son fils veuf, vivaient seuls à présent dans la maison de Cleveland. Mais les souvenirs d'autrefois y restaient pesants. Elle me déplaisait toujours, et je m'efforçais de mener mes recherches le plus rapidement possible. Mon grand-père me fournit en abondance récits et traditions sur les Williamson. Pour les ornes, j'eus recours à mon oncle Walter, qui mit à ma disposition le contenu de tous ces dossiers, y compris notes, lettres, coupures de presse, souvenirs de famille, photographies et miniatures. Ce fut en parcourant les lettres et les portraits du côté orne que je me mis à éprouver une sorte de terreur de ma propre ascendance. Je l'ai dit, ma grand-mère et mon oncle Douglas m'avaient toujours inquiété. Maintenant, des années après leur mort, je regardais leur effigie avec un sentiment nettement aggravé de répulsion et d'éloignement. Mais peu à peu, une sorte d'horrible comparaison s'imposa à mon subconscient, malgré le refus tenace de mon esprit conscient d'en admettre le moindre soupçon. De toute évidence, l'expression caractéristique de ces visages me suggérait maintenant une chose qu'ils ne sous-entendaient pas avant, une chose qui déclencherait une folle panique si j'y pensais trop franchement. Le choc fut pire quand mon oncle me montra les bijoux des Horn déposés dans le coffre-fort d'une banque de la ville basse. Certains étaient raffinés et évocateurs, mais il y avait un coffret de vieilles pièces étranges venant de ma mystérieuse arrière-grand-mère, et que mon oncle hésitait à montrer. Les motifs, disait-il, en étaient grotesques, presque répugnants, et, à sa connaissance, ils n'avaient jamais été portés en public. Mais ma grand-mère prenait plaisir à les regarder. De vagues légendes leur attribuaient des propriétés maléfiques, et la gouvernante française de mon arrière-grand-mère disait qu'il ne fallait pas les porter en Nouvelle-Angleterre, tandis qu'en Europe, on le pouvait sans risque. En déballant les objets lentement, à contre-cœur, mon oncle me pria instamment de ne pas me laisser impressionner par la bizarrerie et souvent la hideur des dessins. Des artistes et des archéologues qui les avaient vus les jugeaient d'un travail exotique raffiné au plus haut point. Mais aucun ne semblait capable d'identifier leur métal, ni de les rattacher à une tradition artistique précise. Il y avait 2 bracelets, une tiare et une sorte de pectoral. Ce dernier portait en haut relief des figures d'une extravagance presque intolérable. Pendant cette description, j'avais réussi à maîtriser mes émotions, mais mon visage devait trahir ma terreur grandissante. Mon oncle parut soucieux et s'interrompit pour m'observer. Je lui fis signe de continuer, et il s'exécuta, plus réticent que jamais. Il attendait visiblement ma réaction quand la tiare apparut la première. Mais je doute qu'il ait prévu ce qui arriva. Je ne l'avais pas prévu non plus, car je me croyais tout à fait préparé à ce que seraient ces bijoux. Ce qui arriva, c'est que je m'évanouis sans me dire, comme je l'avais fait dans cette tranchée de voie ferrée obstruée par les broussailles, 1 an auparavant. Depuis ce jour, ma vie a été un cauchemar de sombres méditations et de craintes.
Mais je ne sais pas davantage quelle est la part de la folie et celle de la hideuse vérité. Mon arrière-grand-mère était une marche d'origine inconnue, dont le mari vivait à Arkham. Et le vieux Zadok n'avait-il pas dit que la fille d'Obed Marsh, née d'une mère monstrueuse, avait été mariée par ruse à un homme d'Arkham? Qu'est-ce que le vieil ivrogne avait marmonné sur la ressemblance de mes yeux et de ceux du capitaine Obed? À Arkham aussi, le conservateur avait dit que j'avais les yeux des Marsh. Obed était-il mon propre arrière-grand-père? Qui donc alors, ou quoi, pouvait bien être mon arrière-grand-mère? Mais peut-être tout cela n'était-il que folie. Ces parures d'or blanchâtre pouvaient avoir été achetées à un marin d'Innsmouth par le père de mon arrière-grand-mère, quel qu'il fût. Ce regard fixe dans le visage de ma grand-mère et de l'oncle suicidé pouvait n'être que pure imagination de ma part, surexcitée par la malédiction d'Innsmouth qui avait si sombrement coloré mes chimères. Mais pourquoi mon oncle s'était-il tué après une recherche généalogique en Angleterre? Pendant plus de 2 ans, je combattis ces réflexions avec un certain succès. Mon père me procura une situation dans une compagnie d'assurance, et je m'enterrai dans la routine le plus profondément possible. Pourtant, durant l'hiver 1930 à 1931, les rêves commencèrent. Ils furent d'abord très espacés et insidieux, puis de plus en plus nombreux et frappants au fil des semaines. De grandes étendues liquides s'ouvraient devant moi, et j'errais à travers de gigantesques portiques engloutis et des labyrinthes de murs cyclopéens envahis d'herbes en compagnie de poissons grotesques. Ensuite apparurent les autres formes, qui me remplissaient d'une horreur sans nom lorsque je m'éveillais. Mais au cours des rêves, elles ne m'inspiraient aucune crainte. J'étais des leurs. Je portais leurs ornements inhumains. Je parcourais leurs routes aquatiques, et je récitais de monstrueuses prières dans leur détestable temple du fond de la mer. J'en rêvais bien plus que je n'en pouvais retenir, mais même ce que je me rappelais chaque matin suffirait à me faire passer pour un fou, ou un génie si j'osais tout écrire. Je sentais qu'une effroyable influence cherchait à m'arracher progressivement au monde raisonnable de la vie normale, pour me plonger dans des abîmes innommables de ténèbres et d'inconnus. Tous ces phénomènes m'affectaient durement. Ma santé et ma physionomie se dégradèrent régulièrement, jusqu'au jour où je dus enfin renoncer à ma situation pour adopter la vie immobile et recluse dans ma lade. Une bizarre affection nerveuse s'était emparée de moi, et j'étais par moments presque incapable de fermer les yeux. C'est alors que je commençai à m'examiner devant la glace avec une inquiétude croissante. Les lents ravages de la maladie ne sont pas agréables à observer, mais dans mon cas, l'altération était plus subtile et plus déconcertante. Mon père parut s'en apercevoir, lui aussi, car il se mit à me regarder curieusement, presque avec effroi. Que m'arrivait-il? Serait-il possible que j'en vienne à ressembler à ma grand-mère et à mon oncle Douglas? Une nuit, je fis un rêve terrifiant dans lequel je rencontrai mon aïeule au fond de la mer. Elle habitait un palais phosphorescent aux multiples terrasses, au jardin d'étranges coraux lépreux et de grotesques efflorescences bractéales. Et elle m'accueillit avec une chaleur qui n'allait peut-être pas sans ironie. Elle avait changé, comme changent ceux qui prennent goût à l'eau, et me dit qu'elle n'était jamais morte. Bien mieux, elle était allée en un lieu dont son fils mort avait eu connaissance, et elle avait plongé dans un royaume dont les merveilles l'attendaient lui aussi, mais qu'il avait rejeté d'un coup de pistolet. Ce serait également mon royaume, je ne pouvais y échapper. Je ne mourrai jamais, mais je vivrai avec ceux qui existaient déjà bien avant que l'homme ne foule la terre. Je rencontrai aussi ce qui avait été ma grand-mère. Pendant 80 000 ans, Petit Ali avait vécu dans Yantley, où elle était revenue à la mort d'Obed Marsh. Yantley ne fut pas détruit quand les hommes de la surface de la terre firent exploser dans la mer leurs armes de mort. On n'a jamais pu détruire ceux des profondeurs, même si la magie paléogène des anciens oubliés a pu parfois les tenir en échec. Pour le moment, ils se reposaient. Mais quelques jours, s'ils se souvenaient, ils monteraient à nouveau prélever le tribut que le grand Cloulou désirait ardemment. Ce serait la prochaine fois une cité plus importante qu'Innsmouth. Ils avaient projeté de s'étendre et avaient apporté là-haut ce qui les y aiderait.
Maintenant, il leur fallait attendre une fois de plus. Je devrais faire pénitence pour avoir provoqué la mort des hommes de la surface. Mais la peine serait légère. Tel fut le rêve dans lequel je vis en Shoggoth pour la première fois. Et ce spectacle me réveilla, hurlant d'épouvante. Ce matin-là, le miroir m'apprit irrévocablement que j'avais désormais le masque d'Innsmouth. Jusqu'ici, je ne me suis pas tué comme mon oncle Douglas. J'ai acheté un pistolet automatique et j'ai failli sauter le pas. Mais certains rêves m'en ont dissuadé. Les pires degrés de l'horreur s'atténuent et je me sens étrangement attiré par les profondeurs inconnues de la mer, au lieu de les craindre. J'entends et je fais des choses bizarres dans mon sommeil, puis je m'éveille avec une sorte d'exaltation et non plus de terreur. Je ne crois pas avoir besoin d'attendre la complète métamorphose comme la plupart l'ont fait. Sinon, mon père m'enfermerait probablement dans une maison de santé de la même façon que mon pauvre petit cousin. Des splendeurs inouïes et stupéfiantes m'attendent dans ces profondeurs, et j'irai bientôt à leur recherche. Ia rie, klulu fragen. Ia. Non, je ne me tuerai pas. On ne peut pas m'obliger à me tuer. Je vais tout préparer pour que mon cousin s'échappe de cet asile de canton, et nous irons ensemble à Innsmouth dans l'ombre des prodiges. Nous nagerons jusqu'à ce récif qui médite dans la mer. Nous plongerons à travers de noirs abîmes jusqu'à la cyclopéenne Yantley aux 1000 colonnes, dans ce repère de ceux des profondeurs, et nous y vivrons à jamais, dans l'émerveillement et la gloire. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions pour d'autres lectures. Et en attendant, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, et à la prochaine.